Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Non, moi je pense que tu vois, c'est d'abord le fait que ce soit bien payé, c'était déterminant. Non mais vraiment, ouais. Mais tu sais, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on se connaît pas trop en fait. Non, on se connaît pas trop. J'étais en train de conduire ma bagnole aujourd'hui, je me disais, Amel, je l'aime, sans raison, mais je sais pas pourquoi. Et je te connais pas en fait. Il y a peut-être les origines, de manière basique, on va dire. Ça c'est certain. Mais c'est basique, parce que tu peux très bien avoir quelqu'un qui a les mêmes origines que toi, que t'aimes pas. Ouais, mais je peux au te départ... citer par exemple... Oui. Et le gars fait une liste. Non, mais il y a, je sais pas, il y a un truc, mais on se connaît pas, donc je suis content. Moi, c'est comme si tu m'avais dit que depuis des années on devait boire un café et qu'aujourd'hui enfin t'es célibataire, voilà. Oh putain. Non, mais c'est génial, mais c'est vrai qu'on se voit depuis des années, on se connaît pas forcément, Non. mais on s'aime bien. Je crois. crois, on s'aime bien. Ouais, je crois. Il y a la marocaine... Il y a la marocanité. La marocanité corporate. Ah, tu sais que ça existe la marocanité en plus. Je pense que C'est oui. un des rares pays où ça existe. Tu savais ça? Non, je savais Il pas. n'existe pas la francité, l'américanité. Mhm. La marocanité, c'est un vrai truc Comment tu d'identité. l'as défini? Moi, je la définis en étant une forme de, pas uniquement de fierté, mais de complexité identitaire. Mhm. Parce que la marocanité, ça regroupe à la fois, bien entendu, le truc basique, on peut aller dans des choses. Oui, je suis fier d'être marocain, je suis né là-bas. Mais ça englobe... Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple très clair, surtout avec ce qui s'est passé récemment, pour parler des choses que je connais bien, entre la communauté juive et musulmane. Mm. Un juif marocain qui n'accepte pas son arabité, ou un musulman marocain qui n'accepte pas qu'il y a une composante importante qui a été la communauté juive, qui fait partie de son histoire, les deux, s'ils n'acceptent pas ça, ils n'ont pas la marocanité. Non, ils n'ont pas la marocanité. Ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dans la réalité. Après, on peut avoir plein d'avis, on peut avoir plein de reports de problématiques politiques, Moyen-Orient, identitaires, racisme, tout ce qu'on veut. Mais fact, quoi. Oui. Fact. C'est... Il y a des communautés qui ont existé, qui ont vécu ensemble... Voilà quoi. Donc mais ça, c'est un aspect. Mais seuls les Marocains qui ont vécu au Maroc, moi j'y ai vécu 2 ans. Je suis à l'école, je suis allée à l'école là-bas. Tu n'es pas éligible. Enfin, non, mais c'est-à-dire, j'y suis allée tous les étés, moi je suis née en France, mes parents sont marocains, mais j'ai compris au moment où j'ai vécu 2 ans là-bas qu'il y avait un vrai truc avec les juifs marocains et les musulmans marocains. Ouais. C'est très fort. Ouais. Et c'est complexe. Moi, j'aime pas le discours de ce qui est génial, c'est qu'on s'aime depuis le début. Ça m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on a été, non pas obligé, mais contraint de vivre ensemble. Et ça a été complexe. Ça n'a pas été que des bons moments. Mais au moins, on s'est connus. Et ici, en France, je trouve qu'on ne se connaît pas. Les communautés ne se connaissent pas. On a des discours, on oppose... je sais pas, moi j'entends des concepts que je connaissais pas, qui nous forcent à basculer dans des choses clivantes. Par exemple, on entend, je sais pas moi, laïcité par exemple. J'entends laïcité, islamophobie, antisémitisme. Tout est l'expression de quelque chose d'extrême, dans un sens ou dans l'autre, auquel il faut adhérer ou pas. Sauf que moi, j'ai pas envie d'adhérer à rien du tout. J'ai envie de connaître les autres. Moi, je connais... Mais vraiment, moi, je crois, c'est pas prétentieux, je crois connaître des choses de l'islam plus qu'un musulman qui est né en France parce que j'étais confronté à ça. C'est-à-dire, j'étais gamin, les gamins, ils connaissaient des choses des deux cultures et c'est ce qui nous manque, en fait, c'est de se connaître. Aujourd'hui, tu vois, on connaît rien des communautés. D'ailleurs, celle dont on connaît le moins de choses, c'est les chrétiens. Je trouve, moi, je m'intéresse beaucoup à la théologie, je lis beaucoup. On ne se connaît pas. Alors qu'on vit... on vit ensemble, on ne se connaît pas. L'expression, elle est toujours maximale ou caricaturale chez nous parce que c'est notre métier. Mais si un pote dit « je te rappelle quand je sors de l'église », ben, on ne l'entend pas souvent. Pourquoi? Tu vois, c'est bizarre. Pourquoi la mosquée, pam, tout de suite, tu penses à une chaîne de news. Pourquoi le judaïsme, tu penses tout de suite à l'antisémitisme. Il y a tellement plus de nuances que problème ça. De connexion. Plus... Ouais. Les protestants aussi, en ce moment, je suis en train de lire sur les protestants. Bon, écoute, c'est pas l'objet du... Mais je suis fasciné par les protestants parce que c'est une histoire de dingue, les protestants. Mais non, mais sérieux. Oui, je maîtrise pas du tout les protestants. Amel, il y a des catholiques, on est au 15e siècle, ok? Qu'est-ce qui se passe?
c'est Covid de l'époque. Covid 24. Des tanasses, les mecs, ils meurent d'une rage de dents, l'autre, il meurt d'une grippe, machin. Et l'Église catholique, elle invente un truc qui s'appelle les indulgences. C'est-à-dire, tu payes, ils te raquettent et ils te donnent des indulgences à différents prix. C'est quoi ces indulgences? C'est un truc qui te garantit que tu vas aller au paradis. Au purgatoire, on va te donner un bon... Et là, il y a un mec qui pète un câble. Il s'appelle Martin Luther, en Allemagne. Il dit, moi, je suis pas d'accord. Je veux plus. Vous raquettez, c'est pas ça la religion. Et il se met à son compte. En gros, il casse le business. Les protestants, c'est des cathos qui se sont mis à leur compte. En vrai, ils ont dit, nous, on n'adhère plus à votre truc. Tu sais que nous, par exemple, quand on n'est plus d'accord avec nos producteurs et on fait... On se retire. Ils ont monté leur boîte. Ouais. Les protestants. En indé. Ouais, c'est encore plus on drôle. Va faire nos mixtapes. Les protestants, c'est des cathos en indé. Mais est-ce que tu connais des protestants? Écoute, non. Tu vois. J'ai pas l'impression, ou on me l'a pas dit. Et pourtant, on me l'a pas dit. Il y a beaucoup de protestants. Peut-être que Paul, qui est là, il est protestant. Non? T'es catholique? C'est notre ingénieur du son. Non, t'es pas. Voilà. Les 90% des gens que nous on connaît, ils vont dire non, je suis rien, je suis même pas baptisé. Ils adorent dire ça. Les cathos qui veulent fréquenter des gens laïcs, je suis même pas baptisé. Mais je dis pas qu'il faut être religieux, mais on peut parler de ça, de la spiritualité, de l'identité, parce que ça fait partie de la France. En plus, la France, elle a été imprégnée par la religion. Est-ce que tu as vu une série américaine qui s'appelle Crashing? Ouais, d'un stand-upper c'est Judd Apatow. Ouais, c'est Judd Apatow, c'est super. Ouais, c'est super, hein. Ouais, c'est super. Je crois même que tu as posté un truc récemment là-dessus, non? Oui, ça me fait penser à ça parce que je viens de terminer la saison 3. Je suis un peu en retard, mais... Mais tu as posté juste un mec qui pèse de la viande, je crois. Tu sais ça? C'est-à-dire? Ouais, tu as posté un mec dans un diner qui pèse de la viande. No. Ouais. Yeah, I swear. You posted on your fucking Instagram. I don't think so. Oui, tu as posté un truc de Crashing. C'est un diner. Je te jure. Really? Tu n'as pas posté toute une séquence. Et je dis, elle connaît Crashing, ça fait plaisir. Ah. Parce que j'ai plein de copains qui jouent dedans. C'est produit par Judd Apatow. J'ai failli la faire d'ailleurs. J'ai pitché à Judd Apatow une histoire un jour. Donc tu connais Judd Apatow? Ouais, je l'ai rencontré. Ouais. On a fait... Judd Apatow, au-delà d'être un metteur en scène de génie et de tous les films qu'on connaît, qu'est-ce qu'on peut citer 40 ans toujours puceau. Bon, c'est surtout un mec qui était fan de stand-up, qui voulait faire du stand-up. Donc moi, je le croisais dans les clubs. Donc je l'ai croisé dans tous les clubs en Californie, à New York, quand je faisais les clubs. Il y a 4 ans ou bien avant ta période où tu es parti? Il y a plutôt 4 ans. Il y a plutôt 4 ans. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai été même assisté à sa captation à Montréal. Il m'a invité à voir sa captation. Il a fait un truc incroyable. Ça, c'était très intéressant pour nous. Et à quel moment tu crées le contact? Tu dis bonjour, c'est dans les clubs. C'est là qu'on revient à la religion. Et les juifs, tu sais bien qu'ils ont le pouvoir. Et ils t'appellent. En fait, nous, on a un centre. On a un centre, tous les artistes juifs, et on leur demande, voilà, je suis aux États-Unis. C'est comme Uber, nous, quel est le juif le plus proche de moi? Et ils te disent, vous avez, je sais pas, David dans 4 minutes. Et là, c'était dur. Ça, ce serait un bon truc à faire. Ok, I just found a joke, grâce à toi. Écoute-moi bien, c'est énorme, parce que dans l'inconscient des gens, peut-être. Dis-moi, ça c'est enregistré. Oui. Paul, t'es témoin. Parce qu'ils vont me sortir que je l'ai pris à un comique espagnol en 84. Plagiat. Non, ça c'est à moi. Non, mais tu fais les clubs, est-ce que tu le rencontres, tu vas lui parler, ou tu avais un pote en commun? Est-ce que c'est Seinfeld? En fait, non, il voit mon set. Ton set in English sur place? Ouais, en anglais, ouais, moi je jouais qu'en anglais. Il voit par exemple mon passage, moi je le vois. Bon, tu sais comment ça se passe. Comme on est du métier, on va pas faire non plus les fans. On veut pas trop l'emmerder, mais je lui dis que je connais son travail. Il me parle de mon set. Après, il s'informe un peu de... Qu'est-ce que tu as fait, qui tu es. Voilà. Mais on avait eu un petit... comment dire? Pas un passif, parce que c'est péjoratif, un passif. Mais on avait un petit historique. Parce qu'avec Rochdy Zem, on voulait monter Funny People. Et Rochdy voulait les droits de Funny People. Et donc, on s'est adressé à Judd Apatow. Et donc, on l'a rencontré, tout ça. Donc, il y avait un petit historique. Un petit passif, ouais. Et lui, il avait vu quelques films, dont Hors de prix avec Audrey Tautou. Donc... Il ne me connaissait pas vraiment, mais... Mais là, il te voit jouer. Ouais, il te voit dans un comédie club. Ouais. C'était où? Au Cellar. Oh, putain. Ouais. Mais d'ailleurs, à propos de voir jouer, la première fois de ma vie que je devais jouer en anglais, que j'ai voulu jouer en anglais... Tu étais au Cellar d'abord ou dans un autre petit club? Première fois. Tout de suite, tu t'es dit, je fais le Cellar. Mais c'est une audition. Non, c'est une audition. L'audition. Donc, Estie, la bookeuse, elle me donne 5 minutes. Elle me dit, you have 5 minutes.
Le jour où je dois faire, je répète comme un malade. J'y arrive pas. J'ai peur. Et je décide de produire un documentaire qui s'appelle 10 Minutes in America, où c'est un genre de dive total dans le stand-up américain, où je vais me confronter à Woody Allen, Sarah Silverman, Jerry Seinfeld. Et c'est comme si ce documentaire, d'ailleurs c'est une bonne technique, c'est comme si ce documentaire, il m'a forcé à faire ce que j'avais envie de faire. En fait, c'est une arnaque. Je me suis moi-même arnaqué. J'ai dit, c'est comme si toi, Amel, tu disais, je rêve de faire... je sais pas ce que tu rêves de faire. Qu'est-ce que tu rêves de faire? Moi, je veux bien faire, mais juste pour le fun, tu vois, 5 minutes au Cellar, en anglais. Disons, ton challenge, c'est 5 minutes au Cellar. Tu prends une équipe, tu dis, il faut que j'arrive à faire 5 minutes au Cellar. Et moi, j'avais dit à tout le monde, je vais faire 5 minutes au Cellar. Donc, c'est monté en toupie. Je sais pas comment c'est arrivé, ce truc-là. Tu es obligé de le faire. J'étais coincé. J'ai un peu coincé le Cellar aussi la première fois. J'ai dit, j'ai une équipe française. J'avais le crédit du côté un peu, genre, je suis très connu aux États-Unis aussi, tu vois. En France, pardon. Donc, il y a tout ce mélange. Et là, la première fois de ma vie que je vais jouer 5 minutes d'essai, de test, mais vraiment... test, il y a quelqu'un, il y a le public. Non, il y a tout. Elle, Esty, la bouqueuse, elle auditionne en public. Elle descend, sur les 5 minutes, elle reste soit 1 minute, soit 2 minutes, soit 3 minutes. Et t'es terrifié parce je l'adore maintenant, c'est ma pote, mais elle a l'air méchante alors c'est la femme la plus gentille du monde, mais c'est un personnage, quoi. Et c'est vraiment méchante, elle dans Crashing, dans la série Crashing sur OCS. Ouais. C'est elle. Ouais, c'est elle. Je pensais que c'était une comédienne. Non, c'est elle. Wow. Et alors, après, on me dit, tu vas jouer. C'est pas que j'ai pas le trac, mais je suis un peu ivre de ça. Donc, je me prépare. J'arrive. Et tu sais, il y a aux États-Unis, comme il peut y avoir un peu en France, les fameux drop-in. Genre, il y a un mec qui arrive. Je sais pas, il y a Kevin Hart qui arrive. Alors, tu as les mots qui reviennent, c'est drop-in, ça veut dire il apparaît par surprise. Donc, c'est des vedettes de là-bas qui arrivent. De là-bas, sans avertir, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, devant les comédie clubs, tu as toujours des espèces de petits plots pour que les stars se garent au cas où elles viennent. Tu vois, c'est te dire dans la culture, tu vois. Et en fait, tu as le drop-in, et s'il y a un drop-in comme ils disent, c'est-à-dire on va appeler ça une apparition surprise, ça fait cabaret, c'est autre chose. C'est une apparition surprise. Ils sont obligés de bump, comme ils disent, des artistes. Alors ça veut de dire les quoi, dégager du line-up, donc de la programmation. Eh oui. Et donc, par exemple, tu vois, je sais pas moi, si tu as Kevin Hart qui arrive et que des artistes réguliers, même pas des mecs qui font des auditions, devaient avoir leurs 10 ou leurs 15 minutes, ce soir-là, ils jouent pas. Mais il y a une règle, ils sont payés. Quand tu te fais bump... Il y a quand même un respect. Es venu... Quand tu te fais bump, tu joues pas, mais t'es payé. Par contre, aux États-Unis, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'en France, un comique, il peut râler parce qu'il n'a pas joué. Aux États-Unis, s'il est payé, il n'y a aucun problème. C'est OK. Merci, de toute façon, je suis payé, je vais jouer demain, il n'y a pas de problème. Et est-ce que c'est vrai les banquettes du fond, si tu fais pas partie, si t'es pas sur le line-up, mais ça, alors, et tout, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Le Comedian Stable, au Cellar seulement. Au Cellar. Mais je vais te dire ce que je pense de ça juste après, mais je veux terminer l'histoire. Le premier jour, j'arrive. Qui c'est qui vient, comme on appelle en drop-in? Chris Rock. Chris Rock, il monte sur scène et il fait pas 5, pas 10, il fait 40 minutes. Donc il a le droit, lui. Il bump tout le monde. Wow. Et moi, j'ai dit, le premier qu'elle va bumper, c'est moi. Elle bump tout le monde, sauf moi. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, les autres, je les vois tous les soirs. Toi, j'ai pas le temps, moi, de te revoir un autre soir, machin. Et elle me dit, tu passes après. Je dis, je vais pas passer après Chris Rock, il va faire 40 minutes. Putain. Elle me dit, si, tu vas passer après Chris Rock. Elle me dit, one day, elle a un accent comme ça, one day I will tell you something very important about. Donc je joue après Chris Rock, je fais, franchement, c'est pas top, du tout. Et je monte, elle me dit, ok. Elle me dit, you had 5 minutes on stage, and you have 1 minute of jokes, et le reste, c'est de la présence. Elle m'a dit, tu étais présent 5 minutes, mais t'as 1 minute solide. Wow. Non, mais j'ai pas de problème, je trouve ça bien, je dis, je vais travailler. C'est constructif. Je vais y aller. Mais après, je lui ai dit, but you know, tu m'as mis juste après Chris Rock. Elle m'a dit, s'il te plaît, fais-moi plaisir. J'ai trop entendu ça dans ma carrière. Remercie-moi de te mettre après Chris Rock. Il faut toujours être content de passer après quelqu'un de très fort. Jamais ne rentre jamais dans cette vibe de dire, je vais pas être aussi... Déjà, parce que celui qui passe avant toi, il le sent, il le sait. Donc, elle m'a dit un truc à l'envers. Elle m'a dit, ne l'emmerde pas avec ça. Ne l'emmerde pas avec, je veux pas passer après toi, t'es trop fort. Parce qu'un mec qui est fort ou connu, tu l'emmerdes avec ça. Tu l'insécurises lui aussi. Il n'a pas envie d'entendre ça. Tu lui mets une pression quelque part. Il n'a pas envie. Moi, la première fois de ma vie que j'ai fait la première partie de Jerry Seinfeld, je suis en coulisses avec lui. Je tremble de peur. C'est à Las Vegas, putain. Il y a des milliers de gens. C'est le César Palace Coliseum. En genre, c'est un clin d'œil. Je lui dis, I'm nervous. Il m'a dit, that's your problem. Je dis, waouh. Ne m'encombre pas avec ça. J'ai dit, ils sont trop durs. Mais ils sont durs. Hein.
ils sont durs. Ils sont pros, mais ils sont trop durs pour moi. En gros, bref. En gros, il vaut mieux passer après quelqu'un de fort. Qu'est-ce que tu veux passer après un mec qui a fait un bide? Ça, c'est un mauvais esprit. Et puis, ça te permet aussi d'être gonflé à bloc et de dire, d'essayer de te surpasser. Et voilà. Mais tu vois, Amel, tu as été dedans, tu as fait les clubs, tu as fait les scènes, tu as fait le Jamel Comedy Club, tu as fait les autres clubs, tu as fait un line-up qu'on a fait ensemble. Nous, notre métier, il est tellement lié à l'ego. On a trop d'ego, il y a beaucoup d'ego. Et donc, cet ego-là, il fait que... D'ailleurs, je rebondis sur ça. Pour moi, tu es le seul de ta génération à faire les clubs en France. Ouais. T'en fais un peu. Oui. T'en fais. T'en as fait beaucoup à un moment. Là, je te vois, t'en refais. Tu vas au Fridge et tout. Les autres ne le font pas. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est quelque chose que tu as attrapé aux États-Unis et tu t'es dit... Non. Tu t'es dit, enfin, oui. Je dois jouer beaucoup pour être fort. Oui. Il y a plein de choses, il y a plusieurs choses. Les autres le font pas aussi parce que c'est pas leur école, c'est pas leur langage. Moi, c'est mon langage. Avant même que le stand-up arrive, moi, j'écrivais en temps réel, j'écrivais pendant que je faisais mes shows, je peaufinais, je refaisais. Mais tu vois, même ma génération, tout le Jamel Comedy Club, saison 1, personne fait des clubs à part Yacine Bellous, un vrai amoureux de la scène. Il y en a 2-3 comme ça, tu vois. Mais en même temps, comment... Est-ce que c'est parce que c'est douloureux? Est-ce que quand tu as une certaine assise... Non, c'est parce que j'ai envie d'être bon. J'ai envie d'être efficace. Et j'ai envie d'être affûté. Moi, quand je suis revenu... Attends, il faut dire aussi que... Et tu me parleras de l'ego à ce moment-là. Parce qu'on est avec des petits de 18 ans, des nouveaux, ça. Des très forts, des moins forts. Je vais même te dire une chose. Quelque part, la grosse crise médiatique que j'ai eue, les accusations, tout ça... Il y a un élément dont j'ai jamais parlé, ça survient au moment où je traîne beaucoup dans les clubs. Après, on va pas redévelopper des heures ce truc-là, mais pour parler d'un autre aspect de cette affaire. Un autre aspect, c'est quoi? C'est que moi, je suis en train de travailler tous les jours. Et ça plaît pas à tout le monde, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'étonnant dans la nature humaine, c'est qu'ils aiment bien me voir dans la position dans laquelle ils m'ont mise. C'est un ancien, et il y a lui, il y a Jamel, il y a Foresti, il y a Franck Dubosc, et c'est les anciens, et quelque part, quand tu viens dans les clubs, je viens dans le club, alors que je veux absolument pas ni me mesurer aux nouveaux, puisque je les aime, mais on se tend la main, il y a des gars avec qui on est vraiment connectés, tu vois. Mais les vrais amoureux du stand-up, comme Yacine Bellous, je dis à chaque fois que c'est un vrai lover. Oui, les vrais, ils respectent ça. Ouais, je comprends, ouais. Ils disent, même ceux qui viennent pas, c'est bizarre. Quand tu viens, tu as le respect parce que on a. Moi, quand je vois les gens travailler, quand je t'ai vu l'autre soir, quand je t'ai vu l'autre soir, te préparer avant, te concentrer, regarder mon set, faire ton truc à toi, regarder les autres, ça m'a touché parce que je me dis, ça veut dire qu'elle aime ça. Ça veut dire que tu peux pas tricher avec ça. C'est pas un tournage, c'est pas un truc où si t'aimes pas ça, tu peux pas faire ça parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Il y a pas d'oseille. Non, il y a pas d'oseille. Je parle dans les clubs. Il y a vraiment pas d'oseille à gagner. Il y a des douleurs à attraper, des bides, des incertitudes. Normalement, ça y est, on a. Alhamdoulilah, on a des enfants. Pourquoi se remettre là-dedans? Alors moi aussi parce que tu as parlé des États-Unis, je l'ai appris aux États-Unis. Moi, je faisais aux États-Unis, j'avais un planning de débutants, mais à l'âge de mecs qui sont confirmés. Et c'est ça qui était complètement fou. Mais tu sais que moi, il y a des mecs aux États-Unis qui m'ont pris pour un mytho. Parce qu'il y en a qui ne savaient pas que j'étais connu en France. Imagine les premières fois que je fais des sets au Cellar, je suis payé 100 balles, et je leur dis, est-ce que vous voulez venir boire un verre à la maison? Moi, maintenant, à New York, j'ai un appart, et j'en suis fier, mais un appart, t'as une vue sur tout New York. De quelqu'un qui a bien travaillé dans sa vie et qui a... Mais eux, ils rentrent dans l'appart, ils savent que j'ai touché comme eux. 100 balles. Ils disent, ce gars-là, il vend de la drogue ou il y a un problème. Il y a un truc... Et qu'est-ce que j'ai proposé à Crashing? J'ai proposé un épisode comme ça. Qui vient chez moi pour Crash, sauf qu'il se retrouve avec des... On exagère le truc, bien sûr que j'ai pas de majordome chez moi, mais on exagère. Oui, mais quand même, tu vois, tu dis, c'est pas possible. Imagine on a pris 20 il vient $. Crash chez moi, mais sauf qu'il devient... On s'occupe de lui et tout. Bref, pour revenir à ça, tu vois, j'ai été formé à ça. C'est-à-dire que moi, j'avais des soirées où je faisais, j'exagère pas, peut-être 14-7. Je faisais... il m'est arrivé de faire 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h. Enfin, je vais pas faire tous je vais pas faire tous les horaires qui existent jusqu'à 1h du matin. Toute la soirée, de faire 11, 12, 7 et d'être à la fin complètement exténué. Finalement, d'aller boire un verre à cette fameuse table, voilà de quoi on parlait, la table du Cellar,
qui est la table du fond. Tu m'as posé la question, est-ce que c'est vrai, on n'a pas le droit de s'asseoir si on n'est pas dans le line-up ou si on ne fait pas partie des sociétaires de là-bas, de ceux qui vont jouer? En fait, c'est pas tu le dois line-up. mériter ta place. Je trouve ça intéressant comme... C'est une légende. Moi, je pense que c'est du feeling plutôt. Il y a des gens, ils vont pas s'asseoir parce qu'ils savent qu'ils sont pas aimés ou qu'ils fitent pas ou que ça marche pas. Et il y en a d'autres... Bon, il est clair qu'il faut que tu joues. Mais à l'intérieur même de tous les noms qui jouent au Stellar, pas tous vont à cette table. C'est comme ça. T'en as qui sont... Ils peuvent y aller, mais on va dire, c'est tout... il y a des clans partout. Comme en France, il y a des petites familles. Mais bien sûr. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai passé 3 ans à temps plein là-bas. Moi, ce que j'entends en France des États-Unis, c'est une projection de fantasmes. Mais la réalité, elle est... Même quand j'entends des pros du stand-up français parler de l'Amérique, ils parlent de ce qu'ils pensent. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ont vu. Il faut dire que les Américains, ils sont ah bon? Mais j'ai vécu 3 ans là-bas, j'étais dans les clubs tous les soirs. Les clubs à New York, c'est beaucoup plus, tu vois, les gars... C'est bas de plafond. Ouais, non, mais j'ai été là-bas. Des techniciens. Ce que tu veux dire, c'est on en fait une montagne alors que c'est... Alors qu'il y a quelque chose... Il y a des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont pas plu aux États-Unis. Ce qui me plaît, c'est que c'est des... Il n'y a pas de sophistication, mais dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Le mauvais sens, c'est qu'il y a moins de charme, il n'y a pas une bonne bouffe, le vin, il n'est pas bon, les gens, ils sont un peu rough, l'ambiance, elle est un peu abrupte, mais en même temps, le gars, il vient, il descend, il fait son set, il s'en va. Efficacité, il n'y a pas de manique autour. Je voulais te parler par rapport à la vanne que tu as fait. Non, au running, au truc. Et puis, contrairement à ce qu'ils pensent, il y a énormément de connexions entre les comiques sur, ils appellent ça se taguer, tu vois. I have a tag for you. Même si tu connais pas quelqu'un. Ils échangent. Moi très souvent, je sors de scène et j'ai un mec que j'ai jamais vu qui me dit, God, hi, I'm whatever, ce gars, I have a tag for you. Et j'ai une espèce de petite queue de vanne. J'ai un petit truc. Tu sais, quand tu dis ça, ta mère, elle est en France, elle dit ça. Et pourquoi pas Pourquoi ça? Tu dis pas ça? Soit ça peut être claqué, ça peut être drôle, ça peut être oh, thank you, super, sympa. Et puis moi aussi, je peux me permettre. Là, il y a pas trop d'ego là-dessus, moi, je trouve. En France, tu peux pas te permettre de trop parler avec les gens, avec les gens que tu connais. Mais encore une fois, c'est avec les vrais. Ceux qui retroussent les manches et qui vont au boulot et qui n'ont pas une posture par rapport au stand-up, moi, je pense que tu peux tout leur dire. Tu peux échanger. Mais ceux pour qui c'est une posture, moi déjà, je pense que le stand-up, comme quand le hip-hop est arrivé, c'est un art populaire au sens profond du terme. C'est un art d'ouverture, c'est un art d'expression, c'est un art de célébration de la vie, d'observation. Il ne peut pas avoir de posture. Il ne peut pas avoir, moi, la manière dont je fonctionne, ou alors ce que je vois, moi, plus. C'est tout sauf excluant. Ouais, complètement. Et puis, tu vois, par exemple, il n'existe pas aux États-Unis de style de line-up. Ça n'existe qu'en France. Oui. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je te jure, j'ai joué dans des clubs, vraiment. J'ai joué dans les gros clubs de Chicago, qui est une vraiment scène comique avec Second City, tout ça. J'ai joué à New York, j'ai joué à Los Angeles, j'ai joué à Laugh Factory, j'ai joué à Comedy Store, j'ai joué à Largo, j'ai joué à Hermosa Beach, là où il y a... Je te jure, dans les line-up... Les line-up, c'est une liste d'humoristes les uns après les autres. Voilà, c'est ça, programmation. Une programmation. Tu peux avoir... un mec, il fait de l'absurde pointu. Juste derrière, il y a un gars, il fait du visuel chelou. Juste après, il y a... En fait, qui décide de ça? C'est plus naturel et organique. On sait que la factory, c'est un petit peu... En France, on va appeler ça poète-poète, un peu... C'est le public. Il y a des publics. C'est comme en France. Le Trévise, la scène ouverte du Trévise, qui est peut-être maintenant un peu plus ancienne. Le Fridge. C'est-à-dire que tu vas plus trouver un... et c'est pas grave, et c'est comme ça. Grave, ouais. Par exemple, Laugh Factory à Los Angeles, tu peux avoir un quart de touristes qui vient. Et sur le même boulevard, il n'y aura pas ça au Comedy Store. De la même manière qu'à Paris. Mais ça, c'est plus une forme de vibe qui existe. Mais dans le line-up, ça n'existe pas. Je sais pas comment dire. Il faut, ce que m'avait dit le patron du Comedy Cellar, Noam, il m'a dit, mon père qui a créé le Cellar, il voulait qu'une seule chose. Ne jamais dire ce qu'il pensait du comique, mais est-ce qu'il avait fait rire ou pas? Et à chaque fois qu'il avait fait rire, il disait « We need this guy ». We need this guy. Et pourquoi? Je vais aller plus loin. Même le côté abrupt du business. Alors je lui disais « Mais pourquoi ?» Il disait « Pour vendre
la bouffe. Parce que si les gens rient fort, ils vont vendre de la bouffe, de la boisson. Alors ça paraîtrait, c'est comme ça, mercantile, mais c'est comme ça que se sont créés les premiers comedy clubs. Et en fait, parfois en France, on va plus prendre quelqu'un parce que c'est une posture. On va dire, tiens, il y a lui... En ce moment, il passe à la télé, en ce moment, il y a lui... Alors qu'il est radical, il est efficace. Moi, je ne crois qu'à une chose, c'est les gens qui sont drôles. Drôles ou pas drôles. Pardon, j'arrête pas de parler, je te laisse pas parler. Non. Et tu sais, c'est passionnant ce que tu dis et je me rends compte, encore, donc je me trompe pas parce que tu es un vrai passionné de l'humour, tu es un vrai amoureux des blagues et du stand-up, vraiment. Et je me rappelle d'une fois, il y a 10 ans, je te parle de ça, il y a 10 ans, je tannais mon petit ami de l'époque, j'étais à Los Angeles, je disais, il y a une meuf qui s'appelle Sarah Silverman, qui joue dans une toute petite salle, elle rôde son spectacle, s'il te plaît, je veux y aller. J'ai parlé une fois de... et après on a été au... Et en fait, il me dit, non, c'est relou, allez, s'il te plaît, on arrive et 2 rangs devant moi, tu étais là. Je me dis, putain, t'es là dans cette toute petite salle. Je me rappelle très bien. Et tu m'as dit, non, mais très bien, mais viens, on va la voir après. Et moi, j'étais totalement fan d'elle. Et ensuite, c'était l'anniversaire de ta petite amie de l'époque. On a que des amis de l'époque. Oui, de l'époque, c'était avant. C'était avant. Et on est allé à l'anniversaire et Sarah Silverman était là et j'ai pu parler avec mon anglais, j'ai essayé de me débrouiller, mais de stand-up, encore une fois. Et je me suis dit, mais c'était chez moi à la maison qu'on a fait une fête. Ouais. C'était, je sais pas si c'était une maison que tu louais de vacances, mais c'était l'été. Ouais. Il y avait pas beaucoup de monde dans cette salle. Elle rôdait l'été un peu discrètement. Ouais, complètement. C'était au Largo. Voilà, et en fait, on s'est rencontrés par hasard. Il y avait une cour à l'extérieur avec un DJ. Je me rappelle très bien de ça. C'était très sympa, et encore une fois, on parlait de stand-up. Tu vois, je me rappelais d'une histoire avec toi et Sarah Silverman, mais j'arrivais pas à faire le lien. C'est ça, en fait. Et c'était un hasard, on s'est retrouvés là-bas par hasard. C'était un hasard, les places valaient $15, c'était rien. C'était Sarah Silverman and Friends, et elle rôdait en fait un nouveau spectacle. Elle voulait que je rôde d'ailleurs, mais que je fasse un truc, mais moi, j'étais pas prêt, donc j'attendais, tu vois, et je venais voir et pour... Mais moi, j'ai toujours été amoureux de ça. Et je me rappelle surtout de nos petits amis de l'époque et d'un sentiment où s'en foutaient totalement, vraiment, tu vois. Et je me rappelle qu'il y avait Sarah Silverman, nos petits amis qui étaient là, qui est très, très sympa et tout, mais... Et il y avait des yeux qui brillaient. Moi, j'étais là, essayer de trouver les clés de quelque chose. Tu vois, en stand-up, tu essaies toujours de trouver un advice, tu vois, un truc, un conseil, quelque chose qui pourrait débloquer pour trouver le moment de grâce que j'ai eu 5 fois dans ma vie. Non, je comprends tellement. En 15 ans, ce truc où tu es vrai, où tu... Tu sais où je l'ai retrouvé ça ? Je l'ai retrouvé avec les musiciens. Pas avec les chanteurs, avec les musiciens. C'est-à-dire que les musiciens, ils parlent de leur phase, de leur truc, un peu comme nous. Ils ont un langage. Nous aussi, on a un langage. Hein. Et eux, ils ont des plans, ils ont des phases, ils ont des espèces de langage à eux. Et ils cherchent, ils peaufinent, ils cherchent la grâce, ils s'inspirent. Et je pense qu'on est plus proche de ce langage-là. Mais moi, je suis amoureux de ça, tu sais, vraiment, Amel. Moi, quand je suis revenu des États-Unis, j'étais trop heureux qu'il y ait les lieux de stand-up qui se montent. J'allais au Paname, j'allais... Avant, il n'y avait pas ça, en fait, en France. Il y avait une scène ouverte, le Café Oscar et le Trévise. Ouais. C'est tout. Ensuite, il y a eu le Comedy Club. Et c'est drôle parce qu'on ne testait pas nos blagues. Pas vraiment. C'est-à-dire que... Parce que même le Comedy Club, et avec tout le respect que j'ai pour Jamel, qui a vraiment monté le premier endroit... D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en français et en France, quand tu dis le Comedy Club, on croit que c'est le truc de Jamel. Tout le temps. C'est ça qui est drôle. Donc, si tu veux, c'est assez fort. Ça veut dire qu'il a été le premier à faire un endroit dédié. Mais tu es mieux placé pour moi pour le dire, mais c'était plus une forme de troupe, on va dire. Après, un endroit ouvert aux comiques où ils peuvent venir anytime pour rôder. Open mic. Ah, ça, c'est Open super. mic, ça veut dire tu peux être n'importe qui, tu viens faire 3 minutes. Et après, après tu fais 5, après 10. Petit à petit, tu travailles. Et maintenant, est-ce que tu trouves quand même que la scène stand-up française est forte ? Ouais. Parce qu'ils jouent beaucoup. Je trouve que ça s'explique comme ça. Je pense que plus il y en aura... Moi, je ne fais pas partie des comiques qui pensent qu'il y en a trop. Au contraire. Plus il y en aura et plus on verra les meilleurs. Parce que, bien entendu, que l'art du stand-up et le fait de s'adresser directement au public, juste un micro, une présence et des vannes, a fait que plein de mecs qui n'avaient pas grand-chose à raconter se sont mis à faire du stand-up parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'acting ou d'autres talents que ce qui s'appelle le delivery, quoi, tu vois, la livraison de vannes. Mais très vite, tu fais le tri. Et c'est clair qu'au tout début, on avait plein de gars, tu les as vus, et qui, ils avaient 3 sœurs, et ils ont vendu une bagnole. Ça y est, ils avaient un show, tu vois. Ouais, j'ai 3 sœurs, j'ai vendu ma voiture. Tu dis, mais non, frère, ça va pas faire un spectacle, tu vois où. Mais en même temps, moi, je suis pas contre ça. Il faut qu'il y en ait plein pour que ça émerge.
Et il faut qu'on ait notre histoire aussi avec le stand-up. Les États-Unis, ils ont 50 ans d'avance sur nous dans cet art-là. Ils l'ont créé à New York. Mais on y va et c'est bien. Et il y a des gens qui sortent de là. Mais ce qui est important finalement, parce qu'à chaque fois, on me pose la question quand je fais des interviews. Alors, qui sont les jeunes pour vous? C'est pas le plus important, ça. C'est pas ça. C'est alors, est-ce qu'on a une scène de stand-up? Est-ce qu'on a une scène? Est-ce qu'on a, quelle que soit la génération, est-ce qu'on a une activité? Est-ce qu'on a un vivier? Est-ce qu'on a des gens qui se tapent tous les soirs dans des clubs pour essayer de trouver la bonne vanne, pour peaufiner leur art? C'est ça qui m'intéresse. Et je te jure que je prends autant de plaisir à me cacher derrière un rideau au Paname que de rôder une nouvelle vanne, quoi. Et... Est-ce que tu penses qu'on est fou? On est dingue? Ouais. On a une dinguerie. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle Dinguerie Room. Hein, parce que... mais c'est super, c'est la Dinguerie Room, c'est la Dinguerie Live, c'est la Dinguerie Carrière, c'est la Dinguerie... Écoute, tu me disais, nos petits amis nous regardaient à l'époque. Moi, je n'ai vécu que ça toute ma vie. Par exemple, quand je jouais au Cellar, et j'ai constaté que mes potes comiques, c'était les mêmes, et même les femmes. Quand, par exemple, j'avais une date, une femme que j'ai jamais vue de ma vie, je dois faire une date, un rendez-vous amoureux, viens au club, hein. Il n'y a pas, je vais dans un resto à m'ennuyer, à parler du menu. Non. Moi, je veux vivre entouré de comiques. Je veux rire. Je veux te montrer mon set. Je veux qu'on parle de ça après. Et je passe pour un égoïste. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse. Écoute, moi, j'ai loupé des dates pour ça. Mais des bêtes de dates, hein. Des dates qui auraient pu changer ma vie. Mais tu sais, mais des fucking dates. Des dates de waouh. Ouais, tu veux dire j'ai fait attendre des jets pendant 2 jours au Bourget. Ça m'étonne pas. Parce que... Au Bourj Al Arab. J'ai annulé des chambres au Bourj Al Arab. J'ai annulé des jets au Bourget. Non, mais vraiment, parce que je préférais être dans cette petite cave et être avec ces humoristes et à décortiquer mon set, à essayer de progresser. On est vraiment ouf. Hein. Mais on est vraiment starbé, mais en même temps, moi, j'adore ça. Et tu sais comment je sais, excuse-moi de te couper, comment je sais que tu aimes vraiment ça? Lorsque je t'ai invité à ce podcast, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, voilà, j'ai un podcast, j'aimerais bien qu'on parle de blagues. Ni tu m'as demandé où, ni tu m'as demandé il y a qui parce que il y a qui, alors c'est quoi qui est venu déjà? Ça m'intéresse. C'est quoi l'habillage? C'est quoi? Ça m'intéresse. Mais tu m'as dit oui. Ouais. Tant qu'on parle. Ouais, ça m'intéresse. C'est incroyable. Non, mais je sais quitter aussi. Oui. Je sais quitter, mais ça m'intéresse. Et puis tu m'as demandé de te dire oui. Donc. Oui. Et puis tu m'as envoyé des gars aussi. Non, mais écoute, moi, je vais avoir 50 ans dans quelques mois. Je vais pas me prendre la tête avec ça. C'est fini. Moi, j'ai plus ça. Moi, j'ai l'image. Non, je m'en fous complètement. Et c'est les gens fragiles, en fait. Un jour, je parlais avec Depardieu qui m'a appris une chose. Il m'a dit, dans le métier, il y a des gens qui doutent et des gens qui ont peur. Entoure-toi toujours de ceux qui doutent. Il m'a dit, ceux qui doutent, ils vont te faire avancer. Ceux qui ont peur, ils vont te paralyser. Ils ont peur pour eux. Je vais te donner une petite anecdote. Un jour, je vais à un festival d'humour. Et je suis avec des humoristes, pas des stars et pas des inconnus, ce que j'appelle moi les mi-cuits. Les mi-cuits, c'est des mecs qu'on les connaît pas vraiment et on les pas connaît. Donc, ils souffrent parce qu'ils approchent la quarantaine, ils sont pas connus. Bon. Et donc... c'est dur, ça. Ouais. Parce que, à quel moment c'est ça. Et on voit un vieil humoriste sur le quai avec sa petite valise, Mskin, il va au festival lui aussi. Et c'est pas une star, ce machin. Et il me fait un coucou de loin. Je dis, les gars, venez, on va le saluer. On va lui faire le respect, quoi que ça. Ben, ils n'ont pas voulu venir avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire une photo, le gars. Et ils se sont dit, on ne va pas se prendre en photo avec lui, parce que ça, si on nous voit avec lui... Mais finalement, la première réaction qu'on peut avoir, tu vas te dire, ouais, c'est des petits cons et tout. Mais c'est pas des petits cons, c'est des gens fragiles. C'est des gens qui ont peur pour eux. C'est des gens qui sont pas sûrs de leur cam et de leur identité artistique. Un mec qui est sûr de son identité artistique, amène-lui n'importe qui, fais-lui une photo avec... ça, s'en fout. Et je le vois beaucoup en ce moment avec un autre support, avec les stories, par exemple. Il y a des humoristes qui vont pas prendre de story avec une telle ou telle humoriste parce qu'ils vont faire attention à leur image. Moi, j'ai pas de problème si tu n'es pas sur le lieu. Mais pour moi, si j'ai choisi d'être là, si tu me dis on va te filmer... Moi, si j'ai choisi d'être là, on est là. Vas-y, filme-moi, fais une story. J'assume totalement. Si je te dis, ok, je viens à ton dîner ou à ta soirée, mais par contre, ne mets pas... Bah, c'est que non, je suis pas clair avec mon truc. Après, si tu m'invites à un dîner clandestin, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime pas cet état d'esprit-là. Mais c'est de la peur. De yaki. Ouais, même un dîner. Moi, j'aime ça pas se yaki. fait pas de dire allô, je t'invite chez moi à manger.
Tu vas me dire, il y a qui? Pourquoi? Il y a qui? Il y a qui? Il y aura qui? Il y aura qui? Il y a qui? C'est-à-dire, c'est pas quoi possible. ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette Il y histoire? aura personne. Il y aura- Il y aura que toi et moi. Écoute, Ah ouais, attends, c'est dans le même état d'esprit. Je joue à Monaco il y a quelques jours. quelle chance. J'ai amené, Quelle viens, chance de jouer. j'ai amené Redouane Bougueraba qui a été très drôle. Il a fait la première partie. Et j'ai une copine que je retrouve avec son mari dans le hall de l'hôtel. Ah, t'es là. Je lui dis, écoute, comme les restos sont fermés, après le show, nous, on ouvre une bouteille de vin. Si vous voulez venir, on est cool en haut dans ma chambre. Et elle me dit, ouais, mais est-ce que toi, dans ta chambre, t'as genre un petit salon avec une terrasse et machin? Je lui ai même pas répondu. Je lui ai pas répondu. Je lui ai dit, si tu veux venir, viens. Et pour moi, c'est la même chose. Ne me demande pas, y a qui? Ne me demande pas... N'aie pas peur. Si tu as envie de venir, viens. C'est pour moi que tu viens. Ben C'est voilà. pour partager avec moi. C'est pas pour le lieu, pour la terrasse ou les autres. ou les autres. Dis-moi, le public monégasque, Ouais. il est comment? Ben en fait, quand tu joues à Monaco, t'as pas les... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a mis les shows tôt. T'as tout le monde. T'as Nice, t'as Cannes, t'as Menton. Oui, t'as raison, parce qu'on se t'as fait un... Cap on d'Agde. se dit, Après, les gens vont venir en... en cheval. c'est ça. C'est ce qu'on se dit. Non, après, moi, je pense que l'idée qu'on se fait, forcément, c'est que tu vas avoir un public un peu Coincé, coincé. ou bien Parce qui a que, peur de rire. parce que tu projettes un truc... sur la principauté, tout ça. Mais d'abord, ça vient de toutes parts et tu as des gens qui ont envie de se marrer. Après, si tu fais un truc un peu officiel et tout, partout, ça va être coincé. Mais là, tu as des gens qui viennent de partout. C'est pour ça qu'on le fait tôt, parce qu'il y a le couvre-feu, pour que ça vienne de partout. Et aussi, je te cache pas, pour que ça remplisse. Parce que si tu veux remplir plein de fois, à Monaco, une fois que Bruno il est venu, Dédé, Yacine, Oui. Jean-Claude... Tu fais vite le tour. Ouais, c'est petit, hein. Écoute, Mais c'est une chance, hein. Ouais, c'est une chance en ce moment. Je voulais te demander un truc, je suis un peu gênée, tu vois, mais je te Non, le demande. peux tout me parce demander. que j'ai vu que tu étais sur Raya. Ouais. Est-ce que tu peux me parrainer? Ouais. Sérieux? Je te jure, je peux te Mais parrainer. c'est quoi ce dos? Alors, Raya, c'est une application. Les meufs, elles sont comme... Quand tu matches, il se Bah, passe quoi? alors, C'est-à-dire, les meufs, elles sont mieux, les que mieux. Parce que je peux pas me mettre sur Tinder et compagnie. C'est claqué, c'est relou. Et puis... C'est clacados. Écoute. Mais Raya, il y a un délire. Je vais te dire, d'abord, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est Raya. Alors, Raya, c'est une application de rencontre pour les jeunes célibataires ou pas. Hein. C'est vraiment... Sauf que Raya, ce sont des personnes un peu médiatisées ou... C'est ça? C'est à peu près ça? Soit médiatisés, soit C'est un club un peu exclusif. qui ont un gros following sur Instagram, soit qui sont dans le métier, c'est-à-dire des photographes, des réalisateurs, des actrices. Il y a beaucoup de gens connus. Il y a des gens pas connus. Il y a des mannequins. Oui. Il y a des photographes de mode, Zama, pour faire la connexion entre les mannequins. Mais je pense qu'ils ont... Est-ce que c'est un vrai dos ou c'est un faux dos? Ouais, c'est un vrai dos. C'est un vrai... Ah, merci. Oh, je vais kiffer, les amis. Oh là là. Non, mais parce que je suis en train de... bon, je le ferai après, mais je vais te parrainer. Tu me parraines, En et ce comme moment, ça, j'ai un ticket. Grâce à toi, J'ai un pass. T'as un pass pour... Ouais, j'ai un pass ça marche pour un comme ami. ça. Moi, je fais même partie du comité maintenant. Donc, on va ken alors. Ça va ken. Moi, je pense que ça va. C'est très bien. Ça va ken, ça va. Mais d'ailleurs, c'est pas que... Non, mais ça... C'est pas que ça, c'est aussi... Non, c'est pas que ken, parce que c'est un peu networking, c'est un peu réseau, c'est un peu... Ah, t'as aussi des trucs un peu fatigués, quoi. T'as aussi des trucs foireux, t'as des faux mannequins, t'as des... Est-ce que c'est rigolo? Il y a des choses rigolotes là-dedans? Moi, j'ai hâte de voir ton profil, parce qu'en plus, tu dois faire une petite vidéo. Tu dois mettre une photo, une petite vidéo. Mais si ça se trouve, t'es déjà sur Raya, tu te fous de ma gueule. Non, t'es pas encore sur Raya? Je suis pas sur Raya. J'ai découvert ça en lisant un article Mais sur c'est toi et super, je trouvais Raya. ça intéressant. Non, mais c'est super, Raya. Et est-ce que toi, t'as mis un profil rigolo pour montrer un peu que t'es... Non, mais même pas. Moi, j'ai un très profil. sérieux, en mannequin. Je peux pas le montrer à quelqu'un comme toi, mais... C'est très sérieux. Ah, mais j'ai mis un profil avec une musique de fond. Et les yeux plissés et les tout. yeux plissés, yeux français. J'ai sorti les salles, mais que les zéniths blindés à 8000. C'est extraordinaire. Karim, j'ai pas mis le Paname, ne m'en veux pas. Non, mais c'est marrant. Après, moi, je suis pas tout le temps dessus. J'ai rencontré des gens dessus. Il y a eu des choses qui sont passées. Il y en a d'autres où il s'est rien passé du tout. Voilà, quoi. Franchement, c'est cool. C'est sympathique. Ouais, c'est sympathique. En plus, quand tu voyages, que tu peux avoir des contacts sur place. Mais vraiment, et je dis pas ça pour faire le gars qui s'excuse. Je l'assume totalement. Mais il n'y a pas que de la... Que du bon... Non, il n'y a pas que du projet sexuel, quoi. Il y a aussi des... Moi, j'ai rencontré des femmes qui sont potes à Londres. D'autres, il y a eu des choses. Mais c'est pas que. Non.
quand tu voyages beaucoup, c'est intéressant C'est parce pas que mal. tu rencontres. Franchement, c'est bien. Viens plutôt à ce resto. Et les gens sont mal à regarde l'aise quand je leur dis. Alors moi j'aime bien dire, d'ailleurs à chaque fois que je rencontre une fille qui est sur Raya, on va dîner, toutes elles ont le même début de conversation. J'ai pas l'habitude. Alors je te dis, j'ai jamais, je connais pas bien. J'adore. Je sais pas comment. Et moi je dis tout, et moi pareil, j'ai mon discours. Ouais. Pour les déstabiliser, je dis, fais-moi confiance, moi j'ai vraiment l'habitude, je vais t'expliquer comment ça se passe. Non, c'est pas que j'ai pas l'habitude, c'est, bah oui, t'inquiète, voilà. Alors, on n'est pas obligé de, voilà, on est potes, et je rentre dans ce truc-là, c'est marrant. Mais tout le monde s'excuse. Alors, deux réactions des gens sur, t'es sur Raya? Souvent, ceux qui sont en couple, ils ont une espèce d'hyper-réaction, genre, mais t'as vraiment besoin de ça? Oui, mais parce que les gens peuvent se dire... Moi, je dis, non, j'ai pas besoin, mais j'aime, Ouais. Parce que t'es charmant, tu rencontres du monde, tu rencontres... J'aime l'idée de rencontrer des gens sur une application. D'abord parce que la plupart, elles sont pas françaises. 90% sont pas françaises. Donc, après, tu me diras, quand elles vont fouiner un peu sur Instagram ou Google, elles vont voir que je suis un mec connu en France. Mais à premier abord, dès qu'elles matchent, j'aime bien l'idée de me faire matcher par une femme qui sait absolument pas qui je suis, quoi. Bon, après, je montre les avis d'imposition, mais... Écoute, est-ce que tu aimes bien les surprises ou pas? Si je te réponds de manière instinctive et honnête, non. Tous les stand-uppers n'aiment pas les surprises. C'est incroyable, pourquoi? Ouais, je te jure, tous. On n'aime pas ça. Les surprises, ça me met mal à l'aise, je sais. C'est-à-dire, je suis mal à l'aise à l'avance du fait que je sais pas... Que tu vas peut-être Est-ce que pas toi, kiffer. t'aimes les surprises? Je n'aime pas les surprises. Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes, alors? Parce que... Mais non, mais j'ai c'est un des truc... surprises pour toi. Tu vas les ouvrir. Mais c'est quoi? C'est des cadeaux. Oh, c'est des cadeaux, mais... Surprise, tu ouvres. Mais tu sais ce qui fait du bien? Pardon, je mange en même temps, mais... Tu crois pas? Je trouve pas que ça fait du bien de parler à quelqu'un qui parle ton langage. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de problème avec comment tu vas interpréter ce que je dis, alors qu'avec des gens normaux, pardon, ça fait vraiment prétentieux de dire ça. C'est toute ma vie, Gad. Ça. Moi, j'ai dit à une copine ce matin, elle vit au Québec. On parle la même langue. J'ai une copine qui vit au Québec, que j'adore, qui est super. Elle me texte. On se texte ce matin. À un moment donné, je lui ai dit, tu traînes trop avec des gens normaux, ça va pas assez vite, tu me dis des trucs, et à chaque fois, elle me dit, mais arrête avec ton impatience, Moi, je deviens impatient. Écoute, après, t'as des extrémistes, par exemple. Pourquoi tu t'es pas mis avec une humoriste ou quelqu'un de rigolo? C'est vrai que tes petites amies étaient souvent superbes et tout, mais rien à voir avec ton langage. Parce que moi, j'ai le complexe du blédard. C'est quoi le complexe du blédard? C'est, tu veux la danseuse, la princesse, la présentatrice télé, celle qui joue du javelot, je sais pas, celle qui fait du tir à l'arc. Tout sauf ce que tu sais déjà ou ce à quoi tu es... C'est très honnête. Mais vraiment, tu vois. Donc, il y a une espèce de... Tu fiches. C'est une projection. Moins maintenant. Mais est-ce que j'aurais pu sortir avec toi? Mais de toute façon, les humoristes sortent pas ensemble. Tu trouves? C'est pas beaucoup. Il y a Hakim Gemili et Fadili, sont les deux humoristes. Moi, mon histoire avec un humoriste aussi, mais... Ah, tu dis même pas le nom, toi? Je sais pas, je dis pas le nom. J'en sais rien. Peut-être les gens, ils savent pas, j'en sais rien. Ok, mais t'as eu un enfant avec lui? J'ai eu un enfant avec lui, mais le problème avec les humoristes, c'est peut-être qu'on est trop dans la blague. T'es déjà sorti avec une humoriste ou pas du tout? À la maison, avoir une humoriste? Non, mais c'est tellement un bonheur Je te dis, par exemple, là, je te parle, je suis content, je sais que je n'ai pas un double... Compris. Tu vois, je me dis pas, j'ai peur qu'elle prenne mal ça ou ça. Tu vois, je t'ai dit, par exemple, est-ce que tu pourrais sortir avec toi? Je t'ai dit avec toi, par exemple. T'as pas dit, ah bah dis donc, tu vois, t'as pas dit, eh ben dis donc. Et puis, j'ai pas dit, bah ça va, je déconne. Ça passe, c'est agréable, tu vois. Par exemple, avec des humoristes femmes qui sont mes copines, mes potes, je fais des blagues un peu trash même. Et je peux les faire par texto parce qu'on s'entend bien et on sait les lire. Elles connaissent le fond de ma pensée, elles savent les lire. Et après, je suis pas radical, mais quand même, quoi. Tu vois, par exemple, si tu prends des mecs comme Jerry Seinfeld, comme eux, ils sont extrémistes, tu vois. Lui, il te dit, I only hang out with comedians, quoi. Je veux pas voir d'autres personnes que des humoristes. Lui, il est extrême avec ça. Il ne veut pas, quoi. C'est-à-dire que tu vas... Pourquoi ça l'ennuie, ça l'emmerde? Il peut pas. Lui, moi, je pense être impatient, mais lui, il va à un niveau d'impatience, mais c'est un délire, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais monter dans l'avion, on va me dire d'attacher ma ceinture, je vais dire, ça va, je la connais. Lui, on va lui dire, hello sir, welcome on board. Il va me dire, génial, c'est la première fois, génial, jamais, never heard this.
It's great. Welcome on board. Wow, you're so... Vous êtes gentil comme compagnie. Et il va faire 1 heure là-dessus tout seul. Il va devenir ouf. C'est trop. C'est un vrai amoureux, mais obsédé des blagues. Intolérant. Quand j'ai vu, même la manière dont il classe ses blagues, c'est presque religieux. Bah ouais. Moi, un jour, il est venu voir mon spectacle. J'attendais qu'il me donne des notes à la fin. Je me suis dit, putain, il m'a dit, j'ai juste 2 petites notes pour toi. La première, c'était un truc de mécanique. Bon, il me l'a dit. Et l'autre, qui est la plus importante, je lui dis quoi? Je pensais qu'il allait partir dans une analyse de mon show, ça. Il m'a dit, yeah, when you opened the show, you said something about Starbucks. Oui, j'ai dit un truc sur Starbucks. And then, like 20 minutes later, you said Starbucks again. Je dis, yeah. Oui, je l'ai dit après. Don't say Starbucks twice in a show. Ah, donc c'est technique, là. No. You say Starbucks once, not twice. Or... you connect those 2 Starbucks. We don't want to hear Starbucks and then hear... Eh ben, il avait raison. Parce que entre ces 2 Starbucks, ça faisait du bordel dans mon spectacle. Donc, c'est affûté, mais c'est con. Bon, je vais ouvrir mes cadeaux. Ouvre. Tu vois, moi, je sais pas... Là, tu m'as fait un truc de... Tu vois, c'est quoi? Alors, il faut que je vois. Mais je veux savoir ce que c'est. Alors, attends, les amis, je suis en train de... C'est pas très... Voilà, il est en train d'ouvrir son cadeau. C'est pas très podcast phonique ce que je fais, mais j'ouvre mes cadeaux. Maintenant... Voilà, tu ouvres. Je pense que c'est quelque chose qui est... Alors, c'est quoi? Reha, c'est du parfum, les amis. C'est du parfum. Ça me fait très plaisir. C'est du parfum. Je sais pas en fait, c'est la signification, si tu vois, il y a des Fils de joie. Ça exactement. Ouais. Et tu peux lire un peu, il y a des petites fiches. Eh ben... Le parfum a une fiche, regarde. Sérieux? Ah, il a des... D'accord. Et en fait... Et c'est Serge Lutens, c'est un amoureux du Maroc. Parce que je vois une espèce de mouchard habillé ici. Non, ici. Tu vois? Il y a un mot carrément. Oui, il y a un mot. Le destin nous joue parfois des tours en nous plaçant dans des situations extrêmes. Doit-on pour autant renier ce passé qui nous a fait? Ah, oud! Waouh! Et tu sais que oud, moi, c'est mon parfum. C'est le oud. Mais pas de Serge Lutens. Mais non, Serge Lutens, je le connaissais pas. Enfin, je sais qui c'est. Mais qui c'est. T'as pensé à Lutin. Je te jure que t'as pensé à Lutin. Oud et Rose s'accordent à vous livrer leurs réponses. Merci Amel, merci toi. Serge Lutens, mais c'est trop parce que c'est trop. Moi, je suis obligé. Tu vois, c'est-à-dire que je suis content et mal à l'aise. Non, mais c'est-à-dire que je sais pas comment recevoir tout ça. C'est un côté peut-être. Tu sais marocain. Recevoir les cadeaux, c'est toi. marhaba, quoi. Marhaba, merci, ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout, c'est bienvenu. Marhaba, ça veut dire bienvenue. Mais ouais, mais c'est. Ouais, peut-être, je sais pas. Écoute. Non, tu m'as énervé là avec ce cadeau. Je sais. Le gars, il inverse à l'extrême. Non, tu m'as déçu. Tu as lu la deuxième fiche? Ah, tu veux que je lise la deuxième fiche? Fiche parfum. Cela dit, c'est comme ça qu'aux États-Unis, ils payent les podcasts. En parfum? Non, avec les annonceurs. Toi, c'est pas un annonceur. Non, il n'y a pas d'annonceur, il n'y a rien. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a rien. Mais tu peux en début de podcast. Oui. C'est comme ça qu'il fait. Est-ce que tu connais Marc Maron? Non. Marc Maron, c'est le plus grand podcast, on va dire, un des plus grands podcasts américains. Il a eu Obama, il a eu tout le monde. Et... Moi, je l'ai fait une fois, j'étais super honoré de le faire. Il est seul dans son garage et il gagne de l'argent maintenant parce qu'ils annoncent. Je crois que ça commence à se faire. Mais lui-même, tu vois. Par exemple, je vais te dire bonjour Amel, grâce à, je vais pas dire de marque, sauf s'il nous donne de l'argent. Tu sais, je vais tenter un truc. Ouais. Viens, on tente un truc. On tente peut-être. Viens, on challenge une marque. Allez. Quelle marque t'aimerais? Alors, on la coupe si je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui va avec le podcast? Il faut que ça soit cohérent. Je vais te dire, moi, alors, vérité, bien-être, parce qu'on se sent bien ici, on est cool, on est à la cool. Vérité, bien-être, de l'eau. Est-ce que de l'eau? Une marque d'eau. C'est bien l'eau. Peut-être une marque d'eau, j'en dis 3, peut-être. Moi, je pense Evian. Evian. Moi, je pense que Evian, parce qu'ils ont même une communication marketing assez moi, sympa. Je pense que Evian, ils peuvent nous accompagner. On est en Evian. Evian. Non, écoute, en tout cas, moi, je pense que si ton podcast, il commence par est-ce que tu bois de l'eau, Evian, et ce qui est bien avec nous et avec les podcasts, avec les humoristes, c'est qu'on peut tout faire passer tant qu'on dit la vérité. Moi, j'anime une émission sur TSF Jazz. Quand on me dit envoie la pub, je dis toujours, on va faire une pause et on va vous proposer des produits à l'achat de manière à ce que vous les achetiez
et que tout le monde soit payé dans la station. Merci d'écouter ces messages avec attention pour pouvoir éventuellement acheter des produits. Et là, tu peux tout dire parce que c'est la vérité. De la même manière que là, sur ton podcast Amel, je challenge personnellement, moi, Gad Elmaleh, Evian, pour un petit partenariat. Parce que, Evian, vous êtes sur un podcast de stand-up français qui va être le numéro 1. Envoyez déjà de l'Evian par des petites bouteilles. Par correction. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est que les stand-uppers, je remarque, on est foufou dans nos têtes, mais on est assez healthy. C'est-à-dire, mais complètement. On n'est pas rock and roll. On n'est pas rock. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et on peut même. Attends, viens, on va faire une petite. On peut même décevoir de temps en temps des potes. Petit challenge à Evian que je challenge pour être partenaire du podcast d'Amel Chabi, qui est là. Amel. Salut. Donc Evian, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pour Dinguerie Room, normalement ça pourrait bien matcher ensemble le podcast Dinguerie Room et de l'eau. Voilà, donc commencez par envoyer des bouteilles et puis après on parle du deal. Mais Evian, moi je serais vous, j'irai à fond. Evian. Parce que c'est pas après, tu viens après. C'est pas après Perrier vient nous voir. C'est pas après qu'on a pris Sidi Harazem. C'est pas quand Perrier il sera là que vous allez dire. Quand Fidji vient. Fidji. Bon allez, Evian, à toi de jouer. Tu as dit un truc très juste. Nous ne sommes pas rock and roll. Nous sommes on n'est pas rock. On n'est pas rock. On boit. On est des geeks en fait. Moi j'aime bien boire du vin, mais bon, je suis pas un... Mais t'es pas destroy, tu vois. Non. Et on est des geeks, c'est-à-dire qu'on veut aller au club, on s'en fout de... D'ailleurs, on n'est pas dans le confort. On n'est même pas dans le luxe quand on est dans les clubs. On s'en fout. On veut presque. Les blagues. Presque. On kiffe. Ah ouais. Presque. Ben oui. D'ailleurs, je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans les clubs quand les gens n'ont pas l'habitude et ils veulent t'accueillir ou quoi. Ils vont te mettre un truc un peu. Tu dis non, c'est pas ça. Moi, je suis venu pour mes blagues. Ouais, je suis venu pour les blagues. T'inquiète, range cette bouteille de champagne. C'est pas aujourd'hui, c'est après. Une corbeille, un truc. Non, champagne, c'est au Zénith. Après, et on a envie de travailler, on a envie de se frotter, on a envie de. C'est comme Rocky quand il retourne il tape dans la viande. Ouais, c'est ce que dit. Je le cite tout le temps. C'est un peu. Mais c'est ce que dit Jerry Seinfeld. Il dit le club, c'est un gym, c'est une salle de sport. Et un jour, il m'a dit you get in here to get out of here. Tu rentres ici pour en sortir. Si tu rentres là et tu y restes, c'est mauvais signe. C'est ça aussi. Ouais. Je vois beaucoup d'humoristes, de jeunes humoristes. Il y a des humoristes de club qui restent. Il y en a partout. Il y en a aux États-Unis, il y en a. Et les amis, il faut qu'on arrête de complexer avec l'Amérique. Tu sais, quand on joue. Un soir, il est venu jouer en anglais. Au Barbès Comedy Club. Ouais, au Barbès Comedy Club. Il était très à l'aise. Ouais, il était heureux parce qu'il trouvait un club. Il m'a appelé quelques jours avant. Il m'a dit, je viens pour l'anniversaire de ma femme. Le gars, il est en voyage romantique de ouf. Mais sa femme, elle le comprend en même temps. Elle a accepté ça. Il peut aller. Il a la plus belle suite de Paris, sur les monuments de Paris. Il se retrouve à Best Bar. Il a un Fur Show, il a un truc. C'est une star, il gagne des centaines de millions. Mais lui, ce qu'il aime, Jerry Seinfeld, quand il arrive à Paris, c'est d'appeler son pote pour se retrouver dans un comedy club. Et donc, je cherchais une soirée en anglais. Parce qu'en fait, il fallait qu'il y ait déjà un public. Donc, il n'y avait aucun club qui avait une soirée déjà prévue en anglais. Et le Barbès, il avait ça. Et donc, on arrive, ils nous ont super bien accueillis. Et je pense à ça parce que le patron, plus Shirley Soignon aussi, ils étaient adorables. Ils nous ont sorti le champagne avec des coupes. Et lui, il a rigolé. Il a dit, what is that? Why are you doing this? Et en fait, c'est pour toi, je dis, Jerry, c'est hanin, c'est gentil, c'est sympa. Il me dit, no, we don't need that, on n'a pas besoin. Mais en fait, lui, il était heureux de pouvoir aller sur scène, de faire ses blagues. Après, il a sa life, il prend son jet. Mais il veut kiffer ça. Mais on est comme ça. Bon, on n'a pas le jet, mais on est comme ça. Et quelle a été la plus grande dinguerie que tu aies eue sur scène? Qu'elle soit heureuse ou malheureuse? Waouh, il y en a plusieurs. Ça m'est arrivé sur un seul show, dans un seul moment de ma vie, aux États-Unis justement. En anglais? Juste après une rupture très, très, très violente, avec une histoire d'amour trop dure. C'est la première fois de ma vie que un soir, je monte sur scène dans un club, dans un centre commercial à côté de LA qui s'appelle... Bon, j'ai oublié, c'est en banlieue de LA. Tu devais faire 1 heure, ton spectacle entier. Je devais faire 1 heure, et arrivé à 30-40 minutes, je peux plus. J'arrive plus, je peux plus, quoi. Je peux plus, j'ai trop mal, je souffre trop, je pense à ce qui se passe avec elle, c'est dur. Et c'était la première fois que ma vie privée... Prenait le dessus, sur scène. Ouais. Et là, je sors après 35-40 minutes,
Et j'appelle un ami à moi, qui est un ami que j'aime d'amour, qui s'appelle Ryan Hamilton, qui est un comique que j'adore. Et je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir demain dans ce bled pour faire, non pas la première partie, mais au moins 20 minutes, parce que j'ai peur de ne pas réussir, quoi. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais éprouvé par un truc perso qui me mettait par terre, quoi. J'ai toujours pu surmonter, tu vois. J'imagine que toi aussi, tu as joué... Oui, même la maladie. Enfin, ouais. même quand on est très malade, Ouais. quelque chose, on rentre sur scène, Ouais. ça disparaît, T'as eu un on enfant. sort, on revient. Oui. T'as eu un enfant, donc Oui, j'imagine que t'as joué pas trop longtemps après, pas trop longtemps avant, donc on est un peu... Mais là, c'était la première fois que j'avais trop de souffrance pour aller au bout de mon show. Et j'avais des images d'elle, des images de la situation avec elle, des images de ce que... Putain, c'était dur, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'étais incapable d'y aller, je me battais. OK, thank you so much, bye. Ils applaudissaient, ils savaient pas. Mais j'ai fait 40 minutes, bon, c'était pas bien grave, au lieu d'une heure, mais... 40 minutes où t'étais pas dedans, où tu Non, souffrais, c'était où dur. ouais. Et le lendemain, et bizarrement, regarde comme c'est fort l'inconscient et le soutien. Moi, j'aime être avec les potes. Tu vois, j'aime le soutien, j'aime l'échange, j'aime... D'ailleurs, quand je prends un mec en première partie, c'est très rare que ce soit un mec avec qui j'ai pas envie de traîner dans ma loge ou au resto ou dans l'avion. Ouais, il y a un vrai partage. Ouais, j'ai besoin de rigoler avec lui. Moi, Mhm. sinon, ça m'intéresse pas, quoi. Et donc, Ryan Hamilton, il vient le lendemain. On reste ensemble toute la journée. Moi, je suis en larmes. Je suis pas bien, hein. Et le soir, il me dit, je suis là, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Il va faire son set. Il fait 15-20 minutes. Et j'ai fait derrière 1h05, 1h10, parce que j'étais en confiance et je voulais lui montrer que j'étais là, tu vois. Mais la veille, c'était trop dur, quoi. On a un chemin qui est si solitaire. Et c'était la première fois de ma carrière que ça m'arrivait, parce que j'étais fragilisé par l'anglais aussi. On va dire que si c'était en français, avec des gens qui me connaissent, j'aurais pu me mettre un peu en pilote automatique et dire, bon, allez, t'as de l'expérience, Gad, tu joues à, je sais pas, à Bordeaux, à Amiens, à Paris, vas-y, c'est peut-être dur, mais allez, mets-toi un coup de pied. Mais là, j'arrivais plus, quoi. C'était tellement dur. Mais après avoir fait ça, tu peux faire plein de choses, quoi. Et la plus heureuse? Une dinguerie? Une dinguerie, waouh. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pas mal, quand même. Il y en a... il y a eu des trucs drôles qui sont passés. Il y a eu... Alors ça, c'était pas... J'ai un flash, là. Je sais pas pourquoi, mais je raconte quand même, parce que c'est marrant. Je jouais une pièce de théâtre, il y a 1 an et demi, et... une pièce comique, et à un moment donné, il y a une histoire de divorce d'avocat, et ils m'ont fait une surprise. Ils ont fait rentrer, je dis une réplique du genre, ouais, on va voir avec l'avocat quand il m'apportera le document, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Et là, rentre sur scène l'avocat avec le document qui n'était pas prévu. Mais c'était qui l'avocat? Éric Dupond-Moretti. Mais non. Je te jure. J'étais scotché. Speechless. Ils m'ont fait un truc. J'ai dit, mais la vidéo existe. Mais c'est quelqu'un que tu connaissais en plus ou Lui, pas oui. je l'avais rencontré via Philippe Lelouch, tu vois. C'est un mec que j'adore et tout. J'avais vu le monologue. Il me remet le document. Mais moi, j'ai même pas été bon. Tu vois, j'ai même pas, comme c'était une pièce de théâtre, j'ai même pas fait une phase. Ouais. Lui, il est charismatique. Hein. Quand il arrive devant toi, il te donne ça. Il te dit bon, vous m'appellerez. Après, moi, les souvenirs que j'ai, c'est des échanges. Encore une fois, Carnegie Hall, peut-être. Carnegie Hall, salle mythique, légendaire. Tu l'as fait combien de fois? Une fois. Une fois. Une fois. Ça, c'est vraiment une dinguerie quand même. Hein. Ça a été capté? Non. Donc peut-être que je mens. Ça n'a pas été capté? Non, ça n'a pas été capté. Même pour toi, je veux dire, sans... Oui, parce qu'on a filmé, on a filmé le Carnegie Hall. Super soirée, super souvenir. Encore une fois, Jerry apparaît dans le show. Il vient me voir. Il rentre dans le show. Pas en surprise, ça c'était prévu. En fausse surprise. Ils aiment bien ça, les Américains aussi. On ne sait pas trop le faire, nous, mais ils adorent les fausses surprises. Mais ça, c'était une dinguerie. Et avant le show, tu t'es comment? J'étais... Est-ce que t'es malade? En général, t'es comment avant un show important? Est-ce que... Ça dépend, parce que moi, c'est très bizarre. J'avais moins le trac quand je faisais des shows en anglais qu'en français. Pourquoi? J'avais peur, je doutais, mais j'avais moins le trac. Parce que mes shows en anglais, ils étaient écrits mot à mot. J'étais une machine. Alors, je récitais moins quand je connaissais, mais c'était mon show, c'était ça. Et je travaillais avec les auteurs, je travaillais avec les copains qui m'aidaient à faire... Donc, j'y allais, tu vois. Même quand je faisais les gros talk shows ou les gros passages dans des shows, je devais faire 5-7 minutes. Ah, mais tu peux pas savoir, c'est préparé au millimètre. Et moi, ça me rassure. Quand tu fais Conan, Hélène ou, je sais pas moi, Jimmy Fallon ou ces mecs-là, ou... Kimiel? Bravo, wow, Jimmy Kimmel.
Il serait content. Sur la West Coast, plus lui, il est... Quand tu fais tous ces shows, tout est préparé. Même les surprises sont préparées. Je trouve ça génial, moi de aussi, préparer. je trouve ça génial. Parce que pour le public, c'est encore mieux. Nous, on est comme ça. Mais on a du mal à convaincre les gens de faire ça dans les émissions. Quand je dis nous, les humoristes, ils veulent bien préparer. Ils veulent bien dire, OK, tu vas me dire ça, je te dis ça. Mais c'est très compliqué. Moi, parfois, voilà, je suis invité dans une émission en France. Et je leur dis, très bien, donc vous voulez que je fasse quoi ? Ben rien, tu viens, et puis voilà. Je dis, OK, vous voulez qu'on se parle un peu ? Oh non, ça, tu viens, et puis voilà. Mais viens, on se parle un peu. Viens, dis-moi, qu'est-ce que tu vas me dire ? Viens, je te dis un truc, comme ça, toi aussi, tu vas... ton émission, il se passera un truc. Alors voilà, il y a des bons côtés. Tu vois, ce qu'il dit tout le temps de Jimmy Fallon, il dit, you'll make me look good. Voilà, en gros, si t'as l'air bien, moi aussi, je serai bien. Et ils ont raison. Mais alors ça, c'est le côté mécanique des Anglais. Après, il manque de chaleur. Ça manque un peu de... On aime bien à la télé, nous, quand ça part un peu en vrille. C'est pas trop possible là-bas, tu vois. Donc, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Moi, je pense qu'on peut s'inspirer de leur rigueur, mais il faut qu'on garde notre rondeur, notre approximation de temps en temps, notre chaleur. Je regarde l'heure en même temps que je te parle, parce que je vais aller chercher mon fils dans pas longtemps. Alors, on va finir sur quelque chose. Non, La dinguerie... La dinde. À venir, la dinguerie que t'aimerais, le truc que t'as pas coché. T'as coché tellement de cases, tes rêves, tu t'es donné les moyens pour faire ce dont tu avais envie. Là, tu vas avoir 50 ans. Qu'est-ce que tu veux, là ? Moi, je rêve vraiment de faire un... C'est possible, mais c'est beaucoup de travail et j'en rêve vraiment. Comme quoi, quand on réalise les choses dont on rêve, bizarrement, on va moins loin, on va plus proche et plus profond et plus en soi. Et je crois que j'en ai jamais parlé, hein. Mais ce qui me ferait le plus triper, c'est d'écrire un show en darija, en marocain, et le mettre sur Netflix pour les Marocains qui sont dans le monde, et de faire un show de stand-up en marocain. Du début à la fin, marocain. Tu maîtrises clairement la langue. De la même manière que je l'ai fait pour les Américains. Et peut-être un jour plus tard, en hommage à mon grand-père, le faire en shlha, c'est-à-dire en berbère. Waouh. Voilà, c'est deux trucs. Ouais. C'est-à-dire que si je fais un show comme ça, j'aurais accompli un truc énorme sur mon identité, mon histoire. L'héritage, transmettre. Ouais. 1 heure de stand-up dans la langue du pays qui m'a vu naître. Mais pas dans une posture... Moi, mes tripes, parler de mon enfance, parler même du fait que pourquoi je veux faire un show en Dalija, commencer à expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi, qu'est-ce que j'ai vu... Et en shelh, c'est un truc de ouf, parce que c'est quelque chose de mais difficile. Là, moi, je suis shelha, et 15 minutes. Je veux bien faire ta première partie, mais de 2 minutes. En shleh, parce que c'est du berbère, c'est une autre chose. Vous avez déjà remarqué C'est extraordinaire, mais dans une très belle salle. Bah oui, grave, au Maroc. Voilà. Je peux plus entendre cette phrase, vous avez déjà remarqué. Mais elle se dit plus. Non ? Là, je vois en plateau, ils essayent de... Ouais, ça se dit plus. Ça, et c'est tout pour moi. Et c'est tout pour moi. Maintenant, c'est merci de m'avoir écouté. Ah. Tout le monde dit merci de m'avoir écouté, c'était Amel Chabi. C'est pas merci c'est tout pour moi, c'était Amel Chabi. C'est les nouveaux codes. Les nouveaux codes, ouais. Merci, Gad. Bah, c'est tout pour moi, alors. Ouais. Bah, merci, moi, j'étais content de parler avec toi. J'étais content qu'on se connaisse un peu mieux, je t'avoue. C'était hyper agréable. Et quelle heure il est ? Ouais, je vais aller chercher le petit, tu sais. On est vraiment au top, là. On est dans les temps. Et tu me tiens au courant pour Evian ? Je te tiens au courant. Of course. Évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Gad Elmaleh. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon.